Monseigneur, Madame la secrétaire d'État, Messieurs les ministres plénipotentiaires, Monsieur l'ambassadeur de France, Madame l'ambassadeur plénipotentiaire de Monaco en Chine, Monsieur le directeur de la Sûreté publique, Monsieur le directeur de l'Autorité monégasque de sécurité financière, chers amis de la Monaco Méditerranée Foundation. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir une figure majeure de la vie politique et intellectuelle française, M. Hubert Védrine. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue ce soir ici à Monaco pour une conférence que j'appellerai exceptionnelle, même si un peu inquiétante, parce que votre titre est 2025, année de tous les périls. On entend ce que vous allez nous dire. Vous avez été un proche conseiller du président Mitterrand, puis secrétaire général de l'Élysée, puis nommé au Conseil d'État en 1986. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, et ici j'ai lu que vous l'avez été pendant 5 ans, ce qui est presque un record pour ce poste, si ce n'est un record. Vous avez été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin pendant la présidence de Jacques Chirac. Vous êtes un diplomate chevronné, vous êtes un penseur indépendant et un auteur respecté. Le nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique sera distribué à ceux qui voudront à la sortie de cette conférence. Vous êtes aussi administrateur de LVMH et proche de Bernard Arnault. Bref, vous êtes une personnalité qui coche presque toutes les cases, sauf celle de la langue de bois. Et vous avez une lucidité sans filtre et un regard sévère sur le monde et une capacité de dire les choses, surtout quand elles dérangent d'ailleurs. À travers vos nombreux ouvrages et interventions, vous nous avez habitués à des prises de position claires et à une pensée indépendante sans naïveté ni fatalisme. Crise géopolitique, tensions climatiques, avancées technologiques incontrôlées, fragilité démocratique, effectivement 2025 pourrait être l'année de tous les périls. Je vous prie d'accueillir M. Védrine. Monseigneur, je suis très heureux de vous retrouver et très honoré de parler devant vous. Et mesdames et messieurs, je salue naturellement les autorités que vous avez saluées et vous tous qui êtes là ce soir pour m'écouter, même si l'état du monde n'est pas spécialement réjouissant. Mais on m'invite en général pour faire des analyses réalistes du monde. D'ailleurs, le livre en question qu'on va vous distribuer s'appelle le nouveau dictionnaire amoureux. Je l'ai réécrit et corrigé entièrement après la réélection de Trump. Il y en avait un il y a 4 ans, mais c'était avant cet événement. Et donc je vais tourner autour de là et je remercie naturellement la Fondation Bracciotti qui m'avait déjà invité les années passées, qui m'a permis de m'adresser à vous. Il y a beaucoup de gens que je reconnais dans cette salle, dont certains sont des amis proches. Alors, je démarrerai tout de suite en disant que vous devez oublier l'Amérique que vous aviez en tête. C'est l'Amérique du XXe siècle. Celle qui commence, Wilson, ça n'a pas marché parce que le Sénat ne l'avait pas suivi. Celle qui commence avec Roosevelt, Truman, jusqu'à Biden, en passant par Kennedy, en passant par Clinton, etc. Les alternances démocrates-républicains ne changeaient rien en fait. Donc c'est l'Amérique qui avait réussi à combiner génialement ses intérêts fondamentaux et l'intérêt du monde, après 1945, et qui avait réussi à organiser un monde. Il y avait le monde soviétique, mais tout le reste du monde était organisé par l'Amérique, sur la base d'un libre-échange systématique, une sorte d'américano-globalisation. C'était leur intérêt, mais enfin, tout le monde s'y retrouvait aussi. Sur la base d'une négociation multilatérale, évidemment, c'est les plus forts qui concluent, mais enfin, il y avait quand même un mode de travail, un mode de négociation, etc. Et qui avait parrainé, lancé la construction européenne
dès l'origine, et c'est l'Amérique qui avait façonné sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan des valeurs. Bon. Et quand l'Union soviétique s'est effondrée, la vraie date, c'est pas l'histoire du mur, c'est l'effondrement de l'URSS. Il y avait l'idée qui a dominé l'Occident, qui a conduit l'Occident à beaucoup de bêtises d'ailleurs, qui est de dire on a gagné, on est les maîtres du monde, on fait ce qu'on veut. Et en tout cas, les Européens, les gentils Européens, dont je me moquais gentiment pour faire évoluer les choses, mais gentiment, que j'ai traité de bisounours dans le monde de Jurassic Park, quand mon ancien collègue allemand Sigmar Gabriel mettait en garde contre le fait d'être des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques, il y a une longue période dont on est obligé de sortir, pas uniquement à cause de Poutine, parce que Poutine, par son agression terrible sur l'Ukraine, il a réveillé l'esprit de défense en Europe, dans l'Alliance. Pas du tout dans l'Europe, en fait, pays européens dans l'Alliance. C'est le lâchage éventuel par Trump qui fait se réveiller les Européens, qui ont toujours été... ils en sont restés à la situation d'après la guerre, il faut toujours le rappeler. Ce sont les Européens qui ont supplié les Américains, après la guerre, de les protéger. Ce que le Sénat refusait. Pas d'alliance, pas d'article 5. Et c'est le président Truman qui avait arbitré, qui est un président considérable, trop oublié, il a pris des décisions majeures dans beaucoup de domaines. Et après, il a fallu organiser ça, c'est l'OTAN, le haut de OTAN, du traité. Et ça n'a pas changé. Quand les présidents français, depuis De Gaulle, après, avançaient l'idée que les Européens devaient se prendre en charge un peu plus par eux-mêmes, les autres Européens refusaient. Il n'y a jamais eu d'accord des Européens sur l'Europe de la défense à la française, jamais, à aucun moment. Et quand le président Macron a commencé à parler d'autonomie stratégique il y a plusieurs années, les autres Européens étaient très fâchés contre lui. On lui dit arrête de dire ça, tu vas donner des mauvais prétextes aux Américains pour se retirer. Ça n'avait jamais bougé, jusqu'à ce que Trump arrive avec l'approche que vous connaissez, qui est sidérante. Alors dans le livre en question, l'entrée Trump, impensable mais vrai, c'est ma formule. C'était tellement impensable que ça n'a pas été pensé. Que l'Amérique prenne la tête de la destruction de l'ordre économique mondial qui leur bénéficie énormément, contrairement à ce qu'ils racontent. Bon. Qu'ils prennent la tête, il y a d'autres domaines où on peut comprendre, par exemple le combat contre le wokisme, s'il n'y avait pas les autres aspects de Trump, pourquoi pas. Mais bon, le combat commercial est complètement absurde. Le fait de dire que l'Europe a été créée contre eux, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Le combat sur l'immigration illégale, on peut comprendre. Ils ne vont pas renvoyer tout le monde, ils ont besoin de plein de gens, comme en Europe. Et ils arriveront dans 6 mois, 1 an, à une immigration mieux choisie, on va dire. Bon. Donc ça dépend des sujets. Et c'est bourré de contradictions. Mais dans l'immédiat, comme les Européens ont énormément cru dans la communauté internationale, dans le multilatéralisme, dans les Nations Unies. Alors, Monaco, c'est très heureux que Monaco soit dans les Nations Unies. Ça optimise votre action personnelle, monseigneur. Mais il est évident que les nations ne sont pas unies, globalement. Bon. Donc les Européens ont un peu cru ça. C'est pour ça que je rappelais les formules d'avant. En même temps, les Européens croyaient que la négociation, c'était les grands sommets, etc. Bon. Donc les Européens sont les plus vulnérables face au choc, les Canadiens aussi. Hein. Mais comme les Chinois, les Indiens, les pays du Sud, même les Américains n'ont jamais cru tout à fait à ça, en réalité. Le choc est plus grand pour les Européens. Et on voit donc une sorte d'Amérique qui n'est plus celle avec laquelle on a vécu toute notre vie, en fait. Toute notre vie. C'est non plus que l'Amérique d'Hollywood, c'est l'Amérique de Walt Disney, c'est l'Amérique des westerns. Enfin, western, même dans les westerns, c'est moins violent que Trump, en fait. Il y a toujours un shérif pas mal à la fin qui rétablit l'ordre dans les choses. Et là, il n'y en a pas. Alors Trump, je vous suggère, moi, pour comprendre la suite, de revenir à l'Amérique du 19e siècle. C'est une Amérique unilatéraliste, brutale, qui n'est pas encore une puissance dominante. Ce n'est qu'à la fin du 19e que leur économie va supplanter la Grande-Bretagne, ce qui se verra qu'au 20e siècle. Mais ils mettent la main sur la Floride. Ils ont racheté la Louisiane à Bonaparte. La Louisiane, à l'époque, c'est la moitié de l'Amérique. Ils ont racheté la Louisiane, la Floride. Ils ont conquis l'Ouest. Ils ont déporté les Indiens en masse. Alors, ils n'ont pas tué exprès, mais ils ont tué les bisons. Ça revenait au même. Et Trump, il admire les présidents Jackson, McKinley,
comment il s'appelle, le premier Roosevelt et Monroe. Le premier Jackson, dans les années 1830, il a déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Et Trump trouve ça génial. Il a mis une photo de Jackson dans la Maison-Blanche. Par ailleurs, il voulait détruire l'administration fédérale. Déjà insupportable. Ils étaient 10 000 à l'époque. Là, on parle de millions de gens, là, maintenant. En tout cas, on a affaire à un Trump qui a cette vision. Et il le dit d'ailleurs depuis très longtemps. On ne devrait pas être surpris, mais comme personne croyait que c'était possible, on ne l'a pas étudié. Il considère qu'il n'y a pas d'alliés. L'Amérique n'a pas d'alliés. Et même l'Alliance, c'est un protecteur et des protégés, devenus des parasites. Des parasites. Et nous, on est doublement, enfin nous, les Européens de l'Ouest, on est doublement des parasites, parce que d'abord, on a un excédent commercial sur les États-Unis, ce qui est à ses yeux, c'est insupportable. Et d'autre part, on est protégé par les Américains, par l'Alliance. Alors, ce n'est pas le premier à dire on en a marre de payer pour les Européens alors qu'on paye 70%, etc. Mais aucun des présidents d'avant n'avait employé des procédés aussi violents et est arrivé à des conséquences aussi radicales. Donc, il voit un monde entouré. Il y a d'ailleurs un économiste très important qui inspire un peu la pensée de Trump. Il y a une pensée de Trump, hein, je vous précise, ça ne vous paraît pas évident, mais il y a une pensée de Trump. C'est un économiste qui a travaillé justement sur le fait que l'Amérique était vampirisée par tous les pays qui ont des excédents. L'Europe, le Mexique, le Canada, la Chine, le Vietnam, et je dois en oublier dans la liste. Donc ils ont une politique qui nous paraît aberrante, mais qui est très construite. Après, il faut distinguer entre Trump et Vance, parce que Vance est un vrai isolationniste, et lui, il pense vraiment que l'Europe est en déclin total sur le plan des mœurs. Il pense un peu comme Solzhenitsyn à la fin, qui condamnait sévèrement l'Occident pour la décadence. Mais Trump, il s'en fiche un peu de ça. Il veut être le patron, décider. Il ne sait pas s'il va faire des deals ou bombarder. Il ne veut pas déclencher des guerres, mais bombarder une fois ou deux, pourquoi pas. Bon. Donc il a une approche, il faut se mettre dans cette espèce de psychologie. Donc Amérique du 19e, je vous le conseille. Vous regardez un peu ce qui s'est passé. C'est évidemment, ils n'avaient pas le dollar d'aujourd'hui, ils n'avaient pas le Pentagone, ils n'avaient pas l'intelligence artificielle, donc c'est beaucoup plus violent là. Après, il faut distinguer l'espèce d'impérialisme nord-américain qui est réapparu, avec l'idée de tout contrôler, depuis Panama jusqu'au Groenland. C'est pas que Trump, parce que le Panama n'existe que parce que les Américains à l'époque ont fait un putsch pour détacher le Panama de la Colombie, pour contrôler le canal, déjà. Après, ils trouvent que c'était trop loin parce que c'était des sociétés de Hong Kong qui géraient le canal. Le Groenland, le président Truman, dont je faisais l'éloge il y a une minute, avait proposé de l'acheter déjà, après la guerre. Finalement, il y a eu un accord de sécurité. Il y a une base américaine à côté de Tulé, où d'ailleurs j'ai été à une époque invité par la reine du Danemark. Et d'ailleurs, c'est l'élément le moins compréhensible de Trump, parce qu'il a besoin de rien de plus pour faire ce qu'il veut au Groenland. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bon. Donc il faut distinguer l'hégémonisme nord-américain. On va voir ce que ça va donner, parce que le Mexique et le Canada sont prêts à se battre férocement. Ils ont identifié en matière de taxes les produits issus d'États républicains ayant voté Trump qu'il faut taxer. Bon. Alors, c'est une des contradictions de Trump. D'ailleurs, ça va déclencher tellement de mauvais effets américains, notamment l'inflation, qu'il ne peut pas tenir comme ça pendant 4 ans. À un moment donné, il va être obligé d'arbitrer. Donc, il faut isoler dans le tableau général. D'abord, il y a des gens qui sont pour Trump, bon, qui trouvent ça bien, pour différentes raisons. En Europe, il y a 2-3 pays qui s'en réjouissent. Poutine se dit qu'il peut en profiter peut-être. Netanyahou est très très content, c'est lui qui est le plus content de tous. Et il y a d'autres pays qui veulent jouer Trump. Mais l'immense majorité, soit carrément hostile, soit très gênée, soit très inquiète. Donc là, il faut distinguer les différents domaines. Qu'est-ce que Trump annonce ? Qu'est-ce qu'il veut faire en vrai ? Est-ce qu'il y aura des résistances internes, ou des résistances externes, ou des coalitions ? Et finalement, quelles sont les forces qui vont pouvoir agir sans lui, contre lui, continuer, le contourner ? Donc il n'y a pas une réponse globale. Pas une réponse globale. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de résistance interne.
Il y aura des centaines de procédures des juges, mais la Cour suprême, finalement, va le conforter. Pas complètement, mais enfin, en gros, en majorité. Résistance interne, Parti démocrate, ils auront beaucoup de mal, parce qu'ils ont quand même joué la carte des minorités depuis des années. Donc il y avait les centristes, genre Biden, il n'y en a presque plus, Madame Harris est hors jeu, et l'aile gauche classique relève la tête, gauche classique, pas sociétale, l'aile gauche genre Sanders. Il peut y arriver parce que lui, il va défendre l'augmentation des salaires, fait des choses comme ça. Mais les dernières années, le Parti démocrate était complètement devenu woke. Donc c'était que la carte des minorités. Alors, comme les femmes, c'est pas une minorité, la carte de, disons, la partie radicalisée des différents groupes, les femmes et les différentes minorités. Ils ont joué ça à fond. Et Madame Harris, en dehors du fait qu'elle n'était pas une bonne candidate, désignée trop tard, elle n'a pas réussi à faire oublier les positions qu'elle avait prises dans les années d'avant. En Californie, l'État le plus woke, avec New York, on va dire. Bon, pour les démocrates, pour remonter, il faudrait qu'ils arrivent à rebâtir une politique différente de gauche, mais de gauche sociale, pas sociétale, pas trop. Et j'ai noté que les gouverneurs qui commencent à réfléchir à la suite, notamment le gouverneur de Californie, il commence à se détacher du wokisme. Donc il a compris qu'il fallait retrouver une ligne de gauche classique, mais pas radicalisée. Mais est-ce qu'ils vont réussir à, disons, récupérer une partie des classes moyennes américaines? C'est pas évident. Eux qui se considèrent comme totalement ruinés par les décisions des démocrates et des grands oligarques américains qui ont décidé que ce genre d'engin devrait être fabriqué en Chine et pas en Amérique. Donc ce sont ces décisions qui remontent à Clinton en gros. Vous vous rappelez, c'est l'époque où les Américains disaient on a tellement gagné, on est les maîtres du monde, on fait ce qu'on veut. On ne va pas s'occuper de toutes ces bêtises au Proche-Orient, l'Ukraine, tous ces trucs. On s'en fiche complètement de tous ces petits peuples partout. Et on est les maîtres du monde. On va ouvrir les frontières de tout le monde. C'est l'américano-globalisation. À tel point qu'ils ont fait entrer la Chine dans l'OMC, qui remplissait aucun critère, en disant dans les articles de l'époque, les Clintoniens, on va les faire rentrer, ils vont se développer, s'enrichir et donc se démocratiser. C'était ça le pari de l'époque. Donc ça ne sert à rien de taper sur les Allemands qui ont joué la carte de l'énergie russe pas chère. C'était un raisonnement global en fait, qui n'a évidemment pas marché. Donc il faut se rappeler d'où vient le... Et c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte de haine dans les classes moyennes et ouvrières américaines disant la mondialisation était géniale pour les Chinois. Et c'est tous les grands patrons, tous les milliardaires, tous les gars, tous les démocrates qui nous ont mis dans cette situation. Donc Trump est un peu le résultat de ça. C'est une gigantesque réaction contre tout ça. J'ai parlé de l'aspect économique, j'ai parlé de l'emploi, j'ai parlé des histoires des minorités. Ce qui fait que je pense que c'est durable. En dehors du fait que Trump est une bête de scène, c'est un très bon candidat, aidé par l'attentat qui a échoué, et que d'autre part, Madame Harris n'était pas faite pour la candidature. Je pense qu'il y a un mouvement de fond, en fait. Donc même si Trump rencontre des difficultés et est confronté à des contradictions gigantesques dans ses approches, ça va durer, je crois. Je ne suis pas sûr que le parti... Il va peut-être perdre les mi-termes, plus ou moins, mais je ne suis pas sûr que le Parti démocrate arrive à se reconstituer, à se mettre d'accord sur un candidat vraiment alternatif. Cela dit, bon, on verra. On verra par rapport à ça. Alors les contradictions, ça dépend des cas. Dans la guerre commerciale, contradiction numéro 1, c'est l'inflation. Il va réveiller l'inflation aux États-Unis. Mais il ne va pas appliquer 200% de taxes à tout le monde, c'est absurde. Donc il dit comme ça 200%, 50%, 10%. Voilà, bon. Mon avis, c'est qu'il y aura une augmentation réelle un peu partout, mais moins élevée que ce qu'il annonce. Mais entre-temps, évidemment, pour des gens qui vont prendre des décisions industrielles, commerciales, financières, c'est très très embêtant. Il ne peut pas tenir sur cette ligne. Deuxièmement, la question migratoire que j'ai effleurée rapidement. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'envahissement par l'immigration illégale, massive, avec des réseaux géants. Donc il répond à ça, mais il ne peut pas renvoyer tout le monde. D'abord, c'est infaisable techniquement. Et l'économie américaine a besoin de plein de gens. Donc dans l'industrie, dans l'agriculture, les Trumpistes vont dire on a besoin de gens.
Donc il va être obligé de corriger. Bon. Donc il va se passer comme en Europe, où après des années de bataille rhétorique, on arrivera à une sorte de synthèse entre Madame Mélanie et la gauche danoise. On a besoin de plein de gens. Ce n'est pas les gens que les passeurs ramènent. Il faut une immigration très bien choisie, des gens qui veulent jouer le jeu, s'intégrer, et réserver le droit d'asile qu'il faut garder aux gens en danger. Ça passe à une filière énorme de détournement. Mon pari, c'est qu'ils vont arriver à ça, après des disputes phénoménales. Quant à Musk et compagnie, ils vont dire, mais nous, on a besoin d'Indiens, de Pakistanais, qui ont l'équivalent de Bac plus 30, avec des visas spéciaux pour les grands esprits. Donc, là-dessus, il va surmonter sa contradiction. Là où je ne vois pas tellement la synthèse, c'est la volonté de Musk et ses copains oligarques, oligarques californiens, pas russes, qui se sont mis derrière Trump pour empêcher l'Europe de réglementer. Alors, l'Europe a beaucoup réglementé, c'est le bilan de Thierry Breton, que moi je trouve pas mal, mais du point de vue américain, il se dit qu'est-ce que c'est que ces Européens qui produisent rien, qui veulent réglementer tout le monde. Donc ils veulent détruire ça. Bon, on verra ce que va donner le bras de fer par rapport à ça. On verra, on verra. Il faudra distinguer d'ailleurs les domaines où l'Union européenne est compétente, le commerce, et là où elle ne l'est pas, la défense. C'est un autre sujet. Après, le coup d'arrêt écologique, qui est criminel par rapport à l'avenir de l'humanité, c'est ce qui fait de pire en réalité. Coup d'arrêt écologique des financements fédéraux américains. Ça veut dire en pratique qu'ils vont sortir du jeu. Beaucoup de scientifiques américains vont quitter les États-Unis pour quelques années. Il faut les accueillir dans tous les pays d'Europe, y compris chez vous. Je ne sais pas si c'est prévu, mais il peut y avoir des gens de très haut niveau qui ont besoin d'être à l'abri quelque temps. Ils vont continuer. Et la Chine va en profiter. Il y a plusieurs domaines dans le tableau là où la Chine, les Chinois en ce moment ils disent, de toute façon ça ne va pas marcher son truc. Les Européens sont, t'as plus où ils sont, les autres sont hyper anxieux, les Chinois disent non, nous on continue. On continue, y compris la transition écologique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait sur les voitures électriques. C'est pas de leur faute si nous on n'a pas préparé les voitures électriques et les batteries. Eux ils l'ont fait. Donc ils vont dire mais nous les COP on continue. Qu'est-ce que c'est que cette équipe Trump qui est absurde? Continue nous. Donc ils peuvent devenir le point de ralliement des coalitions mondiales pour continuer les COP. Avec plus ou moins de poids des Européens, ça va dépendre d'eux. Mais ça dépend des domaines. Dans le paquet Amérique du Nord, le Panama, il a déjà réussi puisque les sociétés hongkongaises ont été mises à l'écart. C'est l'État-Unis qui contrôle à nouveau. Le plus bizarre, c'est le Groenland, je l'ai dit. Il n'a pas besoin de faire tout ce numéro. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien. Et même les autres, les ministres de Trump, qui à mon avis comptent pour du beurre par rapport à lui, enfin bon, il y a quand même des gens, ils sont incapables d'expliquer le truc. Et le seul domaine vraiment atroce pour les Européens à gérer, il y a l'Ukraine qui a un crève-cœur, mais le seul domaine monstrueux, ce serait qu'il envoie l'armée américaine pour prendre le contrôle du Groenland. Ils ont déjà une base énorme à Nuuk et autour. Il y a déjà les traités de l'époque Truman. Ils n'en ont pas besoin normalement. Mais s'il est vraiment ubuesque, on va dire, il envoie l'armée. Ce serait une agression physique des États-Unis contre un pays européen. Alors là, le jeu des Européens, je vais y venir dans un instant, qui espèrent quand même garder le lien transatlantique, malgré tout. C'est plus gérable. C'est le scénario le plus horrible, auquel il n'y a pas de réponse. Alors, sans venir jusque-là, entre-temps, on a la question ukrainienne. Alors, je vous rappelle, parce que vous l'entendez jamais dans les débats d'information continue, jamais, qu'il y a beaucoup d'Américains qui pensaient il y a 30 ans, les grands, Kissinger, Brzezinski, qu'il fallait neutraliser l'Ukraine, ne jamais en faire un aiguillon contre la Russie et ne pas la mettre dans l'OTAN. Et compléter ça par un ensemble qui était, disons, la reprise de l'idée de Mitterrand de confédération, lancée trop tôt, mais une sorte d'accord de sécurité, avec la Russie, pas du tout par amour de la Russie, au contraire, pour qu'elle soit enserrée dans quelque chose. Comme ça n'a pas été fait, bon, on ne peut pas démontrer que ça aurait changé la suite, mais il y a encore des Américains aujourd'hui, je citais des grands d'avant, mais Graham Allison, par exemple, l'historien le plus connu, qui a écrit sur la malédiction de Thucydide, le piège de Thucydide,
Est-ce qu'on ne va pas retrouver les guerres du Péloponnèse et compagnie? Graham Allison, Jeffrey Sachs, le grand économiste, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, ils ont dit la Russie est un pays toujours dangereux, qui se croit encerclé alors que c'est un pays immense et sans frontières naturelles, donc un pays paranoïaque mais dangereux. Mais notre politique imbécile, à nous Américains, en a fait un animal enragé, qu'on est obligé de contrer maintenant. C'est des voix américaines, ce n'est pas des agents de Moscou, c'est des gens qui sont contre la Russie naturellement. Donc il faut que vous sachiez que ce débat existe, parce que vous ne l'entendrez jamais dans les chaînes d'information continue européennes. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Trump veut se débarrasser du sujet, il s'en fiche, il est centré, comme les présidents américains avant, sur l'endiguement de la Chine, et pour lui c'est un empêchement, un embêtement. Et il y a même, disons, la partie sophistiquée, si je puis dire, de la pensée Trump, c'est-à-dire qu'il faut essayer de redétacher la Russie de la Chine. Kissinger à l'envers, c'est pas idiot, mais est-ce qu'ils peuvent? Et dans cette affaire, l'Ukraine est un embêtement. Donc il dit que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, pour les raisons exactement inverses de Kissinger et Brzezinski. C'est un retournement d'argumentation. Donc il veut s'en débarrasser. Il peut arrêter le soutien à l'Ukraine, il a commencé à moitié, puis il change, et puis il le remet. Mais s'il brade l'Ukraine dans des conditions trop mauvaises, et que Poutine reste dangereux après, et qu'il n'est pas dissuadé de recommencer, du point de vue chinois, ça veut dire qu'ils n'ont pas à craindre Trump. Donc c'est le seul élément qui peut traverser le cerveau de Trump, me semble-t-il, c'est qu'il essaie de comprendre l'interprétation par la Chine. Donc, d'ailleurs, vous avez vu, il s'énerve un peu, là, parce que Poutine fait traîner exprès. Il n'y a pas le vrai cessez-le-feu que Trump avait annoncé comme ça. Il y croyait sans doute. Il avait dû, disons, se laisser convaincre que tout est de la faute de l'Ukraine. Bon, absurde. Donc il est un peu gêné, mais il ne veut pas renoncer à son idée de se débarrasser du sujet quand même. Passer par pertes et profits. Bon, après ça va dépendre de la situation. Il faut bien distinguer, pensez-y dans les prochaines semaines, l'arrêt des combats, possible, un vrai cessez-le-feu, autre chose, l'accord de paix. L'accord de paix me paraît inatteignable. L'arrêt des combats durable, possible. Ni guerre ni paix entre les deux. Si c'est le cas, c'est là où les Européens, qui ont déjà plein de choses compliquées à gérer, vont voir arriver chez eux la question des garanties. Le président Macron, le Premier ministre britannique sont mis très en avant. Ils disent en cas d'accord de paix. Il n'y a pas d'accord de paix en vue, mais s'il y a simplement un truc entre les deux, il y aura une pression des opinions très partagée d'ailleurs. Certains diront il faut y aller, il faut être en première ligne, mais la Russie va dire vous entrez en guerre dans ce cas-là. Est-ce que vous assumez le fait d'être en guerre? Les opinions vont basculer là. S'il y avait un accord de paix, c'est différent. Donc ça dépend un peu des conditions dans lesquelles ça va évoluer en matière d'Ukraine. Ou alors ce sera des garanties indirectes en disant on a des forces prépositionnées dans les pays d'à côté, Roumanie, Pologne, etc., mais pas sur le sol ukrainien. Mais je ne peux pas aller au-delà parce que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce que Trump va obtenir de Poutine ou pas. Je ne sais pas jusqu'où Poutine veut en profiter. Je ne sais pas si Trump, il commence à le menacer de sanctions, mais l'autre s'en fiche parce que l'Occident n'a plus la capacité d'éliminer une puissance par les sanctions. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Il y a une majorité dans le monde qui est plutôt le sud global, qu'on peut trouver incohérent, absurde, tout ce qu'on veut. Enfin bon, en réalité, on n'a pas réussi à casser la Russie par les sanctions. Alors Trump menace un peu de sanctions. La seule hypothèse, mais je le dis comme ça, c'est du jus de crâne, on sortirait par le haut, c'est Trump qui dirait à Poutine « J'arrête les conflits, tu ne bouges plus, tu ne réattaques pas. Si tu ne réattaques pas, je lève les sanctions américaines, ce qui serait un dilemme géant pour les Européens et qui veulent rester attachés à leurs sanctions parce qu'ils confondent Poutine et Hitler, etc. Mais il faudrait qu'il y ait un volet menace. Et je ne sais pas si Trump, très énervé parce que l'autre lui gâche son succès ukrainien, ils disent « Je lève les sanctions, mais si tu réattaques, je te détruis 15 bateaux. Ou j'écrabouille 15 bases. » Je ne sais pas. Mais Trump est tellement fabriqué de telle façon qu'il est capable de dire je vais vous bombarder demain, mais non, on va faire un deal plutôt. On fait un deal ou alors je vous détruis. Donc il y a un vrai élément d'incertitude et vous auriez n'importe qui de la Maison-Blanche ici, il ne pourrait pas répondre plus. Ils ne savent pas encore. En tout cas, la question qui est renvoyée aux
aux Européens, pas l'Union européenne qui n'a pas de compétences en matière de défense, mais aux Européens qui ont des armées, on a 5 ou 6, c'est ce que je viens de dire sur la question des garanties. Et même quand Macron et Starmer annoncent des garanties, le lendemain, le Britannique dit, naturellement, c'est dans le cas de garanties américaines. Ce qui est évident. Mais il ne le dit pas à Paris, ça. Et les Américains disent, non, pas question. Pas de troupes au sol. D'ailleurs, Biden l'avait déjà dit. Pas de troupes au sol. Pas d'Ukraine dans l'OTAN. Mais on va empêcher Poutine de gagner. Donc là, Trump, c'est la même chose en aggravé. Donc, vous voyez, c'est pas sûr la question des garanties. Même si on sort de l'Ukraine dans des conditions moins mauvaises que ce que je raconte là, qui est assez réaliste, se pose la question de la défense de l'Europe. Alors il n'y aura jamais l'Europe de la défense à la française, qui était l'objet de 1000 colloques qui n'ont servi à rien, qui était l'idée d'une défense autonome. Aucun Européen n'en veut. Et même maintenant, dans le tableau que je faisais sur Trump, ils espèrent garder le lien. Il faut distinguer. On ne peut plus parler d'Occident. L'Occident, ça ne veut rien dire. En fait, c'est un concept sympathique inventé à partir de Roosevelt et Churchill. La charte de l'Atlantique, un texte magnifique au début de la guerre, quand Churchill essaie de convaincre Roosevelt de s'engager, et c'est avant Pearl Harbor, etc. On peut parler d'Occident. Maintenant, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce qu'a dit Vance à Munich, ce n'est pas les mêmes valeurs que l'Europe d'aujourd'hui, même si ça doit évoluer. On était déjà avant des cousins issus de germains, on va dire, pas plus. Et maintenant, encore moins. Donc il n'y a plus d'Occident. Attendez, je bois une gorgée d'eau. Tellement je suis effrayé par ce que je raconte. Mais même s'il n'y a plus d'Occident au sens civilisation, il reste la relation transatlantique. Et là, on va voir si Trump ne peut pas annuler le traité. Il ne peut pas sortir de l'OTAN. Il peut retirer les troupes américaines. Il peut semer le doute sur la protection à travers l'article 5, mais il ne peut pas tout casser. Et donc je disais il y a un instant, mais je parlais du Britannique, mais c'est vrai des autres, même les Polonais et compagnie, ils espèrent tous que l'Europe va se redresser, se réarmer, investir, etc., etc., mais en gardant le lien transatlantique. Et ils espèrent que Trump va se dire, Trump ou les autres, c'est-à-dire à la fin on ne peut pas perdre ce lien qui est un marché énorme pour l'industrie d'armement américaine en plus. Bon, c'est pour ça qu'ils sont très très contre l'idée de Macron à la préférence européenne. Et quand on se dit en ce moment, il faut que l'Europe se redresse, oui, bravo, il faut se réarmer, oui, on a raison, on était trop loin dans les dividendes de la paix. On va produire, il faut qu'on s'organise parce qu'il y a 10 fois trop d'entreprises en Europe. Il faudra une gigantesque opération de rationalisation, fusion, acquisition, etc. Vous voyez le job par rapport à ça. Mais les Américains, ceux des Américains qui ne sont pas isolationnistes, disent c'est très bien, c'est pour acheter chez nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la formule de Florence Parly, qui était ministre de la Défense il y a quelques années, donc c'est avant Trump, mais déjà confrontée à la question, elle avait dit qu'il ne faut pas confondre l'article 5, qui est celui de la défense collective, et l'article F-35. Et vous verrez, si l'esprit de, disons, un sursaut européen vrai a gagné, si la Grande-Bretagne renonce au F-35 pour le Rafale. Il peut y avoir un autre avion européen, mais en tout cas, c'est pas sûr. Donc voilà les épreuves de vérité. Imaginons que, malgré tout, comme on est dans l'année de tous les conflits, tous les risques, bon, c'est tout à fait nouveau. Imaginons qu'il y ait une sorte de nuit du 4 août qui bouleverse les choses et que les Européens, encore une fois, pas l'Union, pas le commissaire Tartampion que personne ne connaît, mais les chefs des 5 ou 6 pays qui ont des armées, imaginons qu'ils disent « Allez, on fait le pilier européen de l'Alliance Atlantique ». Alors, question qui se pose, qui n'ont jamais eu à être traitées. Hein. Les Européens se sont battus entre eux avant. Ils se protégeaient les uns des autres. Et après la guerre, ils ont été protégés par l'Amérique. Donc la question de défendre l'Europe tout entière d'une menace globale, c'est jamais posé. Donc soyez indulgents. Même s'il y a plein de sommets qui aboutissent à rien du tout, soyez compréhensifs, indulgents et patients. Bon. C'est un conseil que je donne. J'ai passé ma vie, moi, dans les cœurs des pouvoirs, donc je sais qu'il faut... on ne peut pas régler comme ça en une journée. Imaginons qu'ils y arrivent quand même. Pilier européen de l'Alliance Atlantique.
Très bien. C'est quelle force? Terrestre, maritime, aérienne? On les met où? C'est organisé comment? C'est une intégration, jusqu'où? Une coalition? Coalition. Après, on met qui à la tête? Il faut un état-major. Alors, il y a déjà des généraux français qui font des articles pour dire qu'il faut mettre un Français. Les Allemands vont dire jamais. Si c'est un Allemand, on va dire jamais. Les Polonais vont dire mais il y a nous. On a voté un budget énorme. Vous avez acheté que des armes en Corée, c'est ridicule. Bon, voyez. Et l'Angleterre va dire c'est plutôt nous parce qu'on est le pays qui va garder le lien transatlantique quand même. Peut-être qu'il y aura une solution. Moi j'en ai une, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ce serait de mettre un amiral luxembourgeois à la tête du système. Je ne sais pas s'il y en a, s'il n'y en a pas, il faut qu'il le crée rapidement. Donc il n'y aurait pas de problème national, vous voyez. Bon, je vais au-delà de la plaisanterie. Imaginons qu'on arrive à bâtir un état-major avec plusieurs pays, collectifs, tournants, etc. Qu'est-ce qui donne les ordres? Il y a un chef d'état-major, il appelle qui? J'attaque ou pas? Je réplique ou pas? On ne parle pas des colloques, on parle de la guerre et de la paix. La vie et la mort des gens. J'attaque ou pas? C'est évidemment pas la Commission qui n'a pas de légitimité, c'est pas un seul pays, c'est pas le seul président français ou le seul premier britannique. Donc il faut imaginer un truc qui n'a jamais eu lieu, une sorte de décision instantanée dans un réseau particulier qui fonctionne en 1 minute avec les 5 ou 6 dirigeants. Anglais, français, allemand, polonais, peut-être suédois, italien. Au-delà, c'est ingérable. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est infaisable. Comme tout est bouleversé à un point incroyable depuis la guerre, tout est possible. Je n'écarte aucune hypothèse. Mais simplement, je vous dis, quand on parle, vous entendez parler d'Europe de la défense, c'est ça la question. C'est pas que la question des budgets. La question des budgets, évidemment, c'est avec des pays archi-endettés, comment ils font, qu'est-ce qu'on garde du système de protection sociale qui est devenu hors de prix, qu'il faudrait corriger un peu. Bon. Mais je vais sur la question militaire, stratégique. Voilà donc des différents domaines. Je ne vais pas m'éterniser. Je rappelle que dans le livre, je mets beaucoup d'histoire, parce qu'on ne comprend rien sur Ukraine, Russie, Iran, Palestine, Israël. Je remonte à la bataille de Kadesh, vous voyez, la bataille entre les pharaons et les Hittites, qui est intéressante parce que Ramsès II, en fait c'était un match nul, et Ramsès II a fait écrire dans tous les temples qu'il avait écrasé les Hittites. C'est pas vrai du tout. 3 ans après, il y a un traité entre une princesse hittite qui était envoyée en Égypte, etc. Bon, c'est rigolo comme détour pour vous dire que les fake news, c'est aussi vieux que l'humanité, en gros. Et puis sinon, je parle des traités de Westphalie, de la guerre mondiale, il y a plein d'autres choses. Bon, ça c'est sur le livre. Mais je n'ai pas fini sur Trump parce qu'il reste un élément à signaler qui concerne le Moyen-Orient. Dans les contradictions de Trump, j'en ai cité quelques-unes, il y en a une autre que j'ajoute. Il a pris parti pour le nettoyage ethnique à Gaza. Parce que notamment, il y a beaucoup de grands financiers aux États-Unis qui ont donné plus que Musk, qui sont sur la ligne ultra. Même pas Netanyahou, plutôt la ligne Smotrich, vous voyez, donc la ligne déportation de masse. Il a pris cette position avec le baratin sur Gaza, balnéaire et compagnie. Mais il a besoin de l'Arabie. Il a besoin de l'Arabie, d'abord pour relancer les accords d'Abraham, normalisation avec Israël, que souhaitent tous les Arabes. Les Arabes, les dirigeants se fichent totalement des Palestiniens, mais ils ont quand même des opinions publiques. Il a besoin de l'Arabie pour qu'elle n'aille pas trop loin dans le rapprochement avec l'Iran, qui est poussé par les Chinois. Il a besoin de l'Arabie pour qu'elle produise plus de pétrole, pour baisser le prix à la pompe. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps. D'ailleurs, déjà, il a dit à MBS, Mohamed Ben Salman, qui dirige l'Arabie, qu'il faut relancer les accords d'Abraham. Et l'autre lui a dit, je ne peux pas. On était pris il y a quelques années, avant le 7 octobre, les horreurs du 7 octobre, les horreurs de la guerre de Gaza, mais là on ne peut pas. Les opinions arabes sont complètement remontées, c'est trop dangereux pour nous. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est une interrogation de plus. Soit il va dire finalement, je ne fais rien, je renonce aux accords d'Abraham, je laisse Netanyahou faire ses trucs, on s'en fiche un peu, ou alors il en a vraiment besoin, et il y aura une alliance inattendue entre
Trump, Mohamed Ben Salman, pour dire à Netanyahou, maintenant tu arrêtes, et tu es obligé d'accepter qu'il y ait une autorité palestinienne à Gaza. Palestinienne, pas Hamas. Mais la pire menace pour le Hamas, ce n'est pas l'armée israélienne, hein. C'est qu'une autorité palestinienne qui surgirait face à Hamas. Alors Netanyahou a joué l'inverse depuis 15 ans. Bon, je ne sais pas la réponse, mais je l'ajoute dans la liste contradiction énorme de Trump. Comment il va gérer ça? Voilà. Alors, on est dans un tableau très destructeur, en fait très dur. Mais une fois qu'on a compris, moi je ne suis jamais ni optimiste ni pessimiste, hein. Je suis réaliste, volontariste. Quel est l'état du monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous prenez à l'arrivée, je ne vais pas être trop long, je crois qu'il y a un petit échange qui est prévu, les Européens dans tout ça. Alors, le pire n'est pas sûr. Il se peut que le choc énorme que vivent les Européens, qui sont en train de passer de la sidération à l'organisation, il se peut que ça produise des résultats. En distinguant bien ce dont j'ai parlé, le commerce et l'économie, ça c'est la Commission, la défense c'est à construire par une coalition ad hoc. Mais on voit bien dans l'état d'esprit des Européens que ça a bougé énormément en un an ou deux. Énormément. Déjà Trump a réveillé quand même, Poutine a réveillé les choses, et Trump peut nous obliger à conclure. Il y a des débats qui n'avaient jamais eu lieu avant, sur le réarmement, sur le réinvestissement, Alors il reste un domaine où la France est trop spéciale, mais là je peux le dire, je ne suis pas en France. C'est comme le seul pays où les gens veulent travailler moins et gagner plus. Ça c'est ingérable. Donc il va être obligé à un moment ou à un autre de rejoindre le mouvement, travailler mieux bien sûr. Donc il y a des particularités françaises. Mais je sens un élément encore un peu confus. Les conclusions ne sont pas claires en fait. Il se passe quelque chose en Europe qui va peut-être accoucher d'un élément nouveau. D'ailleurs, l'objectif est très simple, c'est de préserver la civilisation européenne. Ce n'est pas de préserver la Commission ou le Parlement, je ne sais pas quoi. La civilisation européenne. On n'est peut-être pas sûr de ce qu'elle est, mais si vous regardez depuis Pékin, depuis Brasilia ou depuis San Francisco, je sais pas où, c'est évident qu'il y a une civilisation européenne, une culture européenne, un mode de vie européen. Et donc, il peut y avoir un scénario assez positif auquel on pourrait appliquer la définition de Schumpeter, la destruction créatrice. D'habitude, c'est sur l'économie, la formule, sur les entreprises. Est-ce qu'on peut l'appliquer à la géopolitique? Peut-être. Même après l'analyse que je vous ai faite, je ne peux pas conclure que c'est impossible. Ça va prendre 2-3 ans. Il y a une énorme fermentation intellectuelle et l'Europe peut redevenir un élément de puissance, mais pas folle, de puissance assumée, à condition que les élites européennes, européistes, consentent à entendre les demandes populaires, consentent à comprendre qu'elles ont été trop loin dans la mondialisation et l'européisme. Ok, on a compris, les gens veulent de la sécurité, de la stabilité, qu'on gère les flux migratoires. Ah bon, c'est pas impossible en fait. C'est pas impossible. Et si on y arrive, inévitablement, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, monseigneur, mais la question écologique va revenir centrale. Aujourd'hui, c'est pas possible, il y a trop d'éléments contraires. Et puis il y a le coup d'arrêt par Trump, il y a le décrochage d'une partie des opinions, même en Europe, le monde agricole, parce que les choses ont été mal présentées, trop violemment. Inévitablement, ça va redevenir le sujet numéro 1. Trump va se dire, après tout, j'ai tort de laisser les Chinois en profiter. Il y a des investissements géants dans le monde entier, non seulement dans la transition énergétique, mais dans beaucoup d'autres activités. Il y a la question des océans, dont on parlait tout à l'heure et qui est évidente. Donc, moi, il me semble que si les Européens gèrent bien l'issue problématique de l'affaire ukrainienne, trouvent une solution pour un pilier européen de la défense, en même temps, quand ils vont réfléchir civilisation européenne, ce n'est pas uniquement les droits de tout un chacun, l'individualisme exagéré, c'est cette question. Mais il faudra une alliance, disons, partielle avec la Chine. On ne peut pas le faire en antagonisme frontal avec la Chine, donc il faudra choisir à un moment donné, mais ce n'est pas impossible. Donc je verrai éventuellement, et je ne crois pas être trop idéaliste qu'elle contraint mon image, mais ça peut m'arriver, je verrai éventuellement l'Europe surgir une Europe nouvelle sans précédent de toute cette aventure de plusieurs années, avec Trump ou sans Trump, en le contournant, en
réjouissant malgré tout qu'il soit une Europe, la civilisation européenne, l'équilibre entre le collectif et l'individu, les droits, etc., et l'écologisation intelligente. Pas celle des partis écologistes gauchistes qui n'ont aucune idée écologique en réalité, qui n'ont d'ailleurs aucun conseil scientifique et qui n'apportent rien. Regardez-le, ils savent juste embêter les habitants des grandes villes en Europe. Ça n'a aucun intérêt en fait. Je parle de l'écologie scientifique qui se projette dans l'avenir avec énormément d'inventions, de recherches, d'experts, etc. Donc voilà la synthèse que j'ai en tête. Et dans ce cas-là, j'ai commencé en disant qu'il n'y a pas de communauté internationale, pas encore. Vous ne vous sentez pas en communauté avec Poutine, ni avec les islamistes, même plus avec Trump. Donc dans ce cas-là, on pourrait reformuler l'idée de communauté internationale, réécrire le préambule de la Charte des Nations Unies, que personne n'applique mais qui est superbe, donc le réécrire, et ce seraient les Européens qui le feraient. Voilà, je voudrais terminer sur cette note pas bêtement optimiste, mais disons rationnellement optimiste. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher ami. D'abord, on est très heureux de vous recevoir à nouveau en principauté. Et merci d'être là ce soir. Merci pour cet exposé. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur votre analyse sur Trump et le Trumpisme et les États-Unis. Moi aussi, je ne reconnais plus les États-Unis que j'ai bien connus surtout au siècle dernier, comme on dit. Mais je suis tout à fait d'accord aussi sur ce que vous venez de dire sur la transition écologique et malheureusement qui est rejeté au second plan, mais qui peut, je l'espère, et qui sera à nouveau en haut de l'agenda, nous l'espérons très prochainement. Mais je voulais vous poser une question sur, je suis sûr que vous l'avez vu, sur l'interview et en parlant des défis majeurs qui sont au devant de nous, et sur la Russie et sur Poutine. Je suis sûr que vous avez vu l'interview dans l'Express de la semaine dernière, sur l'interview qui était dans l'Express la semaine dernière de Vladislav Surkov, le mage de Poutine, qui a dit une phrase assez terrible, que nous nous étendrons dans toutes les directions, aussi loin que Dieu le voudra, et que nous en aurons la force. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu cette phrase absolument terrible? Bien, l'auteur est un homme très brillant, l'auteur du livre. Alors, la question russe, elle est objectivement compliquée. Et moi, je ne suis pas du tout... je trouve remarquable l'histoire et la culture russe. C'est une histoire féroce. Enfin, la culture est grande, Dostoïevski et compagnie. La question moderne de la Russie, il me semble qu'on ne peut pas, j'allais dire rapidement, sous-estimer le danger. Ce n'est pas un pays paisible. Ce n'est pas un pays enfermé dans ses frontières naturelles tranquillement. Donc c'est un pays paranoïaque. Mais n'oubliez pas Woody Allen. Même les paranoïaques ont des ennemis. Bon. Alors, la Russie se sent entourée d'ennemis. Ça paraît grotesque quand on voit la carte, mais c'est vrai que c'est entouré de puissances nucléaires, avec un nombre incroyable de bases américaines. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais si on fait de la chirurgie géopolitique, il faut tenir compte de ce ressenti. Alors, est-ce qu'il était bien géré ou mal géré? Il me semble qu'il était bien géré pendant la guerre froide, que Truman, à l'origine, avait dit on ne va pas relancer la Troisième Guerre mondiale contre l'URSS, mais on va les endiguer, on va les contrôler. Voilà. Et ça a fonctionné, ça a duré longtemps. Ça a fonctionné jusqu'à ce que l'URSS se désagrège après les réformes de Gorbatchev, à qui on doit énormément. Énormément. On est trop centré sur la chute du mur, qui est l'ouverture du mur par un régime à bout de force, alors que l'homme qui a eu le courage de reconnaître qu'il fallait que l'URSS abandonne ses positions, et du coup il est haï
il oubliait en Russie, c'est Gorbatchev. On lui doit énormément en fait. Donc les poutiniens le détestent bien sûr. Alors ma thèse à moi c'est que l'Occident globalement a bien géré la guerre froide, la dissuasion, les négociations. Il n'y avait pas d'arguments débiles du genre on ne parle pas avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs, blablabla. Heureusement que Roosevelt et Churchill n'ont pas raisonné comme ça, sinon il n'y avait pas d'alliance avec Staline contre Hitler. Donc la guerre froide bien gérée, et après non. Et donc les questions d'avant, y compris les pronostics sur jusqu'où la Russie veut-elle aller, à mon avis, elles sont dans le paquet mauvaise gestion de la Russie après. D'ailleurs, avant la fin de l'URSS, quand il y a encore Gorbatchev, un petit moment, il y a déjà la Russie, déjà l'Ukraine. Il y a un accord entre Yeltsin et l'Ukraine. Je crois que c'était Kravchuk à l'époque. Et dans le traité entre les deux, Yeltsin avait fait mettre que la Russie avait un droit de regard et de protection sur les Russes à l'extérieur. C'est pas Poutine, hein, c'est Yeltsin. Et tous les grands Russes, y compris les opposants à Poutine, pensent comme ça. Ils n'ont jamais, c'est pas la question de l'OTAN, c'est qu'ils n'ont jamais admis qu'il y ait 25 millions de Russes ou de russophones à l'extérieur des frontières de la Russie. Alors, vous allez me dire c'est dangereux parce que c'est le raisonnement d'Hitler sur les Sudètes, précisément. Donc, dans les idées de Kissinger et Brzezinski, ils savaient très bien ça. Donc, ils pensaient qu'il fallait l'encadrer dans un système d'accord où la Russie trouverait son intérêt. Il fallait être dissuasif et partenarial, un mélange. Ce n'est pas du tout ce qui a eu lieu. Et donc, les années Clinton et après, j'ai fait allusion rapidement, ces années d'arrogance olympienne, hein, on a gagné, on s'en fiche. On ne va pas se casser les pieds à faire tout ça. Et pendant ce temps-là, ils ruminent leur truc. Et arrive Poutine, qui est encore plus obsédé que Yeltsin par le sujet, et qui est contenu par rien, ni appâté par rien, il n'y a pas d'offre. Et c'est l'époque où Obama dit on s'en fiche, ce n'est qu'une petite puissance régionale, la Russie. C'est idiot, c'est un peu vrai, mais il ne fallait pas le dire de toute façon. Donc je suis assez d'accord avec Graham Allison sur l'accumulation des erreurs stratégiques ou verbales, etc., des États-Unis notamment par rapport à la Russie. Il y a une seule erreur européenne, c'est quand l'Union européenne a négocié un traité d'accord Union européenne-Ukraine, très bien, mais sous l'influence polono-balte, tout a été fait pour qu'il n'y ait aucun lien entre l'économie ukrainienne et la Russie. Alors que le Donbass et la Russie sont complètement interconnectés depuis des siècles. Donc ça, c'est l'idée, on a gagné. On a gagné, c'est une bataille de valeurs, il y a le bien et le mal, on va les écraser. Je crois que en termes géopolitiques, ce sont des erreurs en fait. On n'est pas du tout dans la réelle politique, on est dans l'irréal politique, avec un mélange d'arrogance. Bon, il n'empêche que, même si on reconnaît qu'on s'est gouré avant, et ce serait rassurant pour nous tous que les Occidentaux soient capables d'évaluer les erreurs et jamais dire que c'est que les autres qui sont mauvais. Il faut faire comme les militaires, rétex, retour d'expérience. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, une fois que tout ça a échoué, qu'il y ait l'engrenage à partir de 2014, on n'a pas d'autre choix que de bloquer Poutine. Après, alors, la vraie réponse à les idées d'avenir, c'était votre vraie question. C'est un peu le cas sur Netanyahou, hein, mais la vraie réponse aux idées d'avenir, c'est on n'en sait rien, on ne saura jamais. Il y a toujours une nostalgie russe voulant aller assez loin en Ukraine, même en Estonie. Il faut qu'ils ne puissent pas. On ne va pas trancher théoriquement leur pensée en réalité. Donc il faut bâtir une sorte d'Europe porc-épic, comme disent les militaires maintenant, que personne ne va prendre le risque d'attaquer. Je ne parle pas de la dissuasion nucléaire, parce que c'est un autre sujet. Ce qui est dit en ce moment n'est pas sérieux en fait. Mais en tout cas un porc-épic. Et que même s'il y a des Russes qui sont obsédés par le sujet, au lieu de s'occuper de moderniser la Russie, qui a besoin de tout, infrastructure, l'éducation, la santé, c'est effrayant. Ils devraient s'occuper de la Russie en fait. Ils ont perdu. La seule réussite du système communiste, c'était l'éducation, qui était formidable, jusqu'à de très haut niveau. Il n'y a plus rien. Donc il faudrait qu'il y ait un système où ils se disent on a vraiment envie de remettre la main sur je ne sais pas quoi, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Donc on peut à la fois être pour le rétablissement de l'équilibre des forces. L'équilibre des forces. Moi je suis de culture Mitterrand, hein, donc j'ai vécu de l'intérieur la bataille des euromissiles, où toute la gauche en Europe était pour lâcher prise devant l'URSS.
qui avait mis les 16-20. Donc le débat, c'était est-ce qu'on met les Pershing ou pas. Et Mitterrand a eu cette formule géniale, inventée par un de mes adjoints d'ailleurs, dans un discours en Belgique. Les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. C'est simple, mais ça dit tout. Donc il faut rétablir l'équilibre des forces et que Poutine, même après un accord bâclé par Trump, n'ait pas du tout envie de recommencer, que ce soit trop dangereux pour lui. Et idem en Moldavie, idem en Estonie, etc. Et quand même, en même temps, reparler avec eux, comme pendant la guerre froide. Et donc on n'aura jamais la réponse à la question de Jello Dampoli. Ils veulent aller jusqu'au bout, d'accord, oui. Mais en Israël, il y a des gars qui veulent tout reconquérir jusqu'à l'Euphrate. Bon. Alors même ça, ils n'osent pas le dire en ce moment. Donc il faut faire en sorte que la question ne se pose jamais. Donc il faut une Europe réarmée, relevée, qui réinvestit, pas que dans la défense, qui soit donc un porc épique, et qui ait gardé quand même un lien, si on y arrive, avec Trump. Si on est là, la question ne se posera jamais. On n'aura pas la réponse, mais on n'en aura pas besoin. Monsieur le ministre, merci. Est-ce que vous pensez que les jeunes générations vont être capables de faire bouger les lignes ? Là, par exemple, on a vu qu'en Serbie, ils descendent, ils se mobilisent. On a vu que, par exemple, face à ce qui vient de se passer en Turquie, les gens sont descendus dans la rue, beaucoup de jeunes, quand on regarde. Est-ce que vous pensez qu'à part le fait qu'on veut toujours les renvoyer à l'idée qu'ils sont passionnés que par l'intelligence artificielle et leur mode de vie plutôt américanisé, ils sont capables de prendre en main ce qu'on est en train de dire au fond pour l'avenir? Parce que l'avenir, c'est eux. Quand je regarde la salle, bon, il y a des jeunes, mais on n'est pas majoritaire. Ça dépend des... Il fait de la démagogie parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est pour ça, non? Ça dépend des cas. Moi, je ne suis pas très génération dans mes raisonnements. Je vais vous choquer, mais je pense qu'il y a la même proportion d'imbéciles, en fait, dans chaque génération. Par contre, les gens ne vivent pas de la même façon. C'est vrai que dans les générations, on va dire, de moins de 30 ans, moins de 20 ans, le pourcentage de gens qui lisent des vrais livres est tombé. Donc les gens sont accrochés avec des machins comme ça. Ce n'est pas la même partie du cerveau. Donc ça joue, bien sûr. Il y a une présidente de l'Académie des sciences, il y a 20 ans, en France, qui avait dit on ne peut pas à la fois réagir et réfléchir. Bon, ça condamne toute la politique dans les démocraties modernes. Bon. Donc je ne suis pas, disons, j'adhère pas d'emblée avec cette vision sympathique. Je vous rappelle qu'en Iran, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, il y a eu des manifestations énormes, notamment de femmes iraniennes, qui prennent beaucoup plus de risques que les Turcs. Des femmes assez jeunes, mais pas que jeunes. Mais elles n'ont pas réussi parce que le régime est d'une cruauté totale. Ils sont prêts à tuer sans fin pour rester au pouvoir. Et donc ça ne marche pas forcément. Mais l'idée que dans le monde entier, il y a une sorte de culture par réseau hyper individualiste, donc qui ne supporte aucune hiérarchie, même quand elles sont justifiées, encore moins quand elles ne le sont pas. Oui, ça joue. Donc il y a un effet de feu de prairie qui peut courir. Mais après, la réponse n'est pas la même si vous regardez chaque vote. Si vous regardez chez Trump, il y a plein de jeunes aussi. Il y a plein de jeunes, notamment dans les 2 catégories restées plus ou moins chrétiennes, qui étaient horrifiées par les discours sur les transgenres, qui ont fait monter le vote des latinos catholiques, y compris les jeunes, à la moitié, et le vote des noirs évangélistes, même chose. Donc ce n'est pas une règle générale. Donc ce n'est pas les jeunes, et puis tous les vieux actuels sont des anciens jeunes. Voilà. Donc il n'y a pas de... Bref, il peut y avoir quelques cas où c'est vrai qu'une partie de la jeunesse va faire basculer, peut-être, mais si c'est que la jeunesse, ça ne marchera pas. Pour que ça bascule en Turquie, il faudrait que ça devienne un mouvement gigantesque, que Erdogan n'ose pas aller jusqu'au bout, qui serait la répression massive, qu'une partie de l'armée se mette de ce côté et qu'il revienne à un système Atatürk. Mais je ne suis pas sûr. Moi, je ne dirais jamais ça dans une radio parce que je ne veux pas être comme les gens qui incitent les peuples à se révolter, qui, une fois qu'ils sont massacrés, on n'est pas là, en fait. Ça peut jouer.
ça peut jouer dans plein de sens différents. En Afrique, par exemple, on a un pourcentage gigantesque de jeunes qui n'ont aucune espèce d'idée sur l'histoire d'avant, la colonisation, la décolonisation, la suite, qui sont très très énervés contre leur gouvernement, que les gouvernements locaux arrivent à mobiliser contre les Occidentaux en général, ou alors celui qui est là, qui est un Belge ou un Français, etc. L'élément de jeunesse joue au sens de inculture et amnésie. Donc ça donne des populations beaucoup plus mobilisables. Donc pour moi, ce n'est pas uniquement un critère positif en fait. On est plutôt dans la sous-culture de ça. Hein. Bon, ma réponse est globalement pas très positive, mais elle peut l'être dans des cas particuliers. On verra aux États-Unis, est-ce que le Parti démocrate arrivera à se reconstruire à gauche, mais gauche modérée dont j'ai parlé, avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Peut-être. C'est des pistes, mais ce n'est pas des réponses sûres. Monsieur le ministre, merci de votre analyse. Vous n'avez pas évoqué la figure de Zelensky. Quel est son sort, à votre avis, son sort prochain? Attends, répétez, j'entends pas bien. Vous n'avez pas évoqué la figure de Zelensky. Et quel est, à votre avis, le sort qu'il attend? Qui? Zelensky. Ah, Zelensky. Dans mon livre, je rends hommage à son courage. Courage. Je ne sais pas si vous aviez vu la série qu'il avait rendue célèbre en Ukraine. C'était génial. C'est un acteur qui jouait le rôle d'un professeur adulé de ses élèves, qui présente sa candidature et il est élu, il n'a rien demandé. Il est élu au nom d'un programme contre la corruption ukrainienne, qui est géante, encore maintenant. Bon, alors il devient président. C'est assez marrant parce qu'on voit les bureaucrates ukrainiens à la soviétique avant qui se mettent à ses ordres. Tout ça. C'est très rigolo si vous le retrouvez. Alors, la situation actuelle est moins rigolote. Mais je dirais que c'est un homme courageux qui est plus pragmatique que ses soutiens en Europe. Par exemple, les premiers 6 mois, il était prêt à négocier. Parce qu'il a une vision claire quand même du rapport de force, hein, Ukraine-Russie. Donc il était prêt à négocier en Turquie notamment. C'est Boris Johnson qui l'en a dissuadé. Et c'est très très mal, il y a beaucoup de moralistes qui sont immoraux. Hein. Très très mal de dire battez-vous jusqu'au dernier, etc. Donc il a été dissuadé par ses soutiens en Europe. Du coup, il a cru ce qu'on lui racontait, qu'était en allait fournir toutes les armes et tout l'argent, ceci, cela. Bon, la moitié c'était l'Amérique quand même. Biden étant sur la ligne, on aurait dû éviter ça, mais il est là, donc on va empêcher Poutine de gagner, mais je ne veux pas d'engrenage de la guerre contre la Russie. Donc ils avaient l'argent américain, les armes américaines et le guidage, les informations. C'était fondamental. Mais le chef d'état-major de Biden disait on ne les aidera jamais à attaquer la Crimée. Ils ne vont jamais reconquérir la Crimée, c'est insensé. Et il y a eu énormément de tensions entre les équipes Biden avant, et pas Zelensky, qui est un type bien, mais les maximalistes ukrainiens, qui voulaient faire comme une partie du lobby Europe de l'Est à Washington, non pas de l'Ukraine un pays neutre, paisible qui se développe, mais un aiguillon dans les reins de la Russie. Donc il y a eu aussi cette ligne qui n'est pas celle des présidents, donc c'est plus compliqué que ce que l'on croit. Et c'est Zelensky, alors évidemment il s'est pris au jeu, il a vu la défection américaine, donc il fait des campagnes énormes de fundraising en fait. Et donc il dit forcément les horreurs sur Poutine que l'Occident admet au premier degré sans jamais s'interroger sur ses responsabilités. Donc il a fait le job. Mais en même temps, il est assez malin, c'est lui qui a lancé l'idée des terres rares. Alors, il n'y en a pas énormément, en plus il y en a dans le monde entier. Ce qui est vraiment précieux, c'est les manufactures des terres rares, pas les terres rares en elles-mêmes. Il a lancé ça pour intéresser quand même une espèce de type violent autour de Trump à l'avenir de l'Ukraine. Même chose un peu rusée sur la centrale nucléaire. Même s'ils me détestent, même s'ils reprennent plusieurs arguments de Poutine, etc., ça va les intéresser quand même. Et vous avez vu que Trump fait semblant de s'énerver contre Poutine. Là. Voilà, donc je trouve que Zelensky est courageux, que passer du rôle d'acteur là, à président en état de guerre, il a bien joué, qu'il est assez fin
sauf à la Maison-Blanche où on n'a pas vu la vidéo en entier, mais il les a incroyablement énervés maladroitement. Il avait affaire à deux personnes hostiles, viscéralement hostiles et stupides. Il fallait être plus rusé. Enfin bon, dans la situation où il est, le malheureux, donc je l'admire beaucoup. Il est très courageux, mais à un moment donné, je ne sais pas comment il va s'en sortir après, parce que il sera contesté en Ukraine pour de mauvaises raisons. Donc le soutien public européen ne suffira pas. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit encore président dans un an ou deux. Hein. Mais l'idéal pour lui, ce serait qu'il sorte dans des conditions honorables, que personne ne l'assassine, et qu'il joue un rôle après, dans un poste européen, par exemple. En tout cas, je l'admire beaucoup. Il est très courageux, il est assez intelligent, assez réaliste, et il mérite un bel avenir. Monsieur le ministre, merci pour votre intervention. Mesdames, Messieurs, un cocktail est mis à votre disposition à la sortie de la salle, ainsi que les livres de Monsieur